Bonjour à tous, hein. Donc je me représente. Il me semble qu'il n'y a que des personnes que je connais qui sont aujourd'hui ici, mais malgré tout, donc je suis Thibaut Riba, je fais partie de la société XDMat. Je m'occupe des activités de l'agence du sud de la France, et avec une autre logique un petit peu plus transversale au niveau de XDMat, qui est la compétence autour de l'archivage électronique, et notamment bien sûr de Vitam, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Euh, on a fait déjà un premier webinaire il y a quelque temps, on l'a fait en 2 fois, sur un peu la présentation de Vitam, qu'est-ce que Vitam, qui sont les porteurs du projet, quels sont les partenaires, etc. La logique d'aujourd'hui, c'est d'un petit peu d'aller plus au fond des choses. Alors attention, on est là ensemble 1 heure à peu près, donc on va pas non plus pouvoir, vous donner les réponses à toutes vos questions, mais la logique, c'est un peu d'ouvrir le capot et de regarder ce qu'il y a sous Vitam, notamment en montrant les avantages et les inconvénients de la solution, parce que c'est une très bonne solution, mais ce n'est pas une solution qui répond aux besoins de tout le monde, puisque chaque besoin égale sa solution. Et puis c'est une solution qui se met en œuvre dans un certain contexte et pour certaines typologies finalement de structures. Donc il est important de voir ça, et on va un peu regarder un petit peu toutes les questions qu'il y a à se poser autour de la mise en œuvre de Vitam. Je rappelle, hein, Vitam, donc pour valeur immatérielle transmise aux archives pour mémoire. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la majorité des gens qui sont là connaissent déjà XDMat, donc par rapport à d'habitude, je vais encore aller plus vite que ce que je fais d'habitude. XDMat, c'est donc une société d'une quinzaine de consultants spécialisés dans le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage autour des projets de dématérialisation, dans le sens le plus large qu'on peut l'entendre, donc de la capture jusqu'à l'archivage électronique à valeur probante, en passant par la signature, de la blockchain, de la GED, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, de l'archivage du coffre-fort, etc., de la numérisation, tout ça. On a 4 pôles de compétences plus particuliers, donc tout ce qui est MOA, donc là c'est vraiment l'accompagnement client, grosso modo. L'audit également, qui s'en rapproche, mais qu'on a voulu, décorréler, puisque ça fait appel à la fois des corpus normatifs qui sont particuliers, des logiques de certification, puisque on travaille avec des organismes de certification, l'AFNOR, la FNTC par exemple. Et puis l'expertise à haute valeur ajoutée qu'on a décorrélé un petit peu de l'accompagnement, puisque cet audit-là, ce sont des missions en général qui sont plus courtes. La formation aussi, puisqu'on est un organisme de formation, on est Datadoc et on est inscrit à un certain nombre de catalogues de formation sur tout le process de nos activités, donc ça va de la NUM jusqu'à l'archivage électronique. Et puis veille et R&D, donc ça c'est important. Pourquoi? Puisque chez nous les consultants ne sont pas 100% de facturation chez des clients. On estime qu'il faut un certain temps pour monter en compétences, travailler dans des comités normatifs, faire de la veille. Et si aujourd'hui effectivement on est capable de déployer des projets sur Vitam au début de Vitam, entre guillemets, c'est parce qu'on a eu le temps de travailler sur ça par le passé. Voilà l'équipe, donc Roger bien sûr le directeur, Nadira, Thibaut donc qui est moi, et Charles qui s'occupent des 3 agences Paris, Marseille et Nantes, et une équipe de consultants donc toutes spécialisées dans la dématérialisation, pour la majorité avec un socle de connaissances qui tourne autour du records management, donc vraiment l'ingénierie documentaire, et avec un certain nombre de spécificités par consultant. Anne-Maëlle qui va présenter tout à l'heure et qui a déjà présenté, qui a un background plutôt juridique autour de la dématérialisation, avec un penchant RGPD assez fort. Voilà, donc après un certain nombre de spécificités, Capucine qui vient du domaine des collectivités, Laure qui vient de l'aéronautique, Sabea qui vient des domaines de la santé, etc. C'est vraiment important pour nous d'avoir une équipe qui est diversifiée. XDMat, c'est une société qui a été créée en 2011 et qui, pendant les 4 premières années de sa vie, a fait en sorte de s'intégrer dans des comités normatifs et travailler beaucoup sur la veille. On peut dire que c'est à partir de 2015 où justement Roger, le directeur, a vraiment décidé de mettre XDMat au centre de ses activités et donc de le faire grandir. En 2018, on était 14, aujourd'hui on est 15, en avril on sera 16 et l'objectif c'est de monter à peu près à une vingtaine, 25 personnes d'ici fin 2020. Je passe sur ça, j'insiste uniquement sur une chose, sur toutes ces choses-là que j'ai un peu dit en filigrane, c'est l'indépendance. XDMat est indépendant de tout éditeur intégrateur, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau contractuel, que ce soit au niveau, des potentielles rétributions, de tout ce que vous pouvez imaginer sur les logiques de dépendance et d'indépendance. Voilà, donc on n'intègre pas de solution,
on ne vend pas de solutions, on ne fait pas des développements sur des solutions. Voilà, tous les conseils qu'on est amené à donner à nos clients, c'est à la fois dans l'indépendance, mais aussi pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, si on parle de Vitam, vous allez le voir, d'ailleurs, si pour certains de vous allez à Documation, vous allez voir beaucoup de discours Vitam, c'est la meilleure des solutions du monde, etc. Nous, l'intérêt d'aujourd'hui, c'est de montrer à la fois ses avantages, parce qu'elle en a, mais aussi ses inconvénients. Et plus de dire cette solution est bien ou cette solution est pas bien, l'important c'est plus de vous donner les clés de lecture qui vont vous permettre de dire est-ce que je peux utiliser Vitam pour mes besoins, est-ce que je peux le considérer, ou est-ce que non, c'est pas du tout fait pour moi. Voilà. Donc on ne part pas du principe qu'Xdemat est une, Vitam est une bonne solution. On part du principe que c'est une solution qui peut correspondre à certains types de structures et ne pas correspondre à certains autres types de structures. Je passe aussi pour ça, j'en ai discuté la dernière fois, c'est les 4C des archivistes. Donc nous, on l'a un peu transformé pour faire notre méthodologie. C'est les 4C10 des maths, donc cadrer des problématiques et des missions, essayer de comprendre l'environnement dans lequel on s'inscrit, construire une cible dématérialisée et ensuite consolider par le fait de conduire le projet et d'accompagner nos clients dans tout ça. L'objectif, c'est vraiment en fait de faire de l'AMOA, donc assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, sur des projets de dématérialisation. Voilà, je crois que j'ai mis même pas 5 minutes, je suis allé vite. C'est important que je le fasse quand même pour certaines personnes qui n'étaient pas là, mais vu que la majorité des gens étaient là les dernières fois, je vais vite sur ces trucs-là. Et je vais laisser la parole du coup à ma collègue, qui va vous expliquer un petit peu les logiques de mise en œuvre et surtout les avantages et les inconvénients de la solution, comment elle est construite, pour qui elle est faite, etc. Et puis je reprendrai la parole à la fin pour les questions-réponses. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je suis Anne-Maëlle Goulvestre, donc également consultante chez Xdemat pour la région Sud. Alors, donc ce matin, on va parler ensemble un petit peu plus donc, des logiques de mise en œuvre au travers de Vitam. Donc, dans un premier temps, regarder un petit peu ensemble donc, une méthodologie d'étude. Quelles sont les différentes questions que vous allez devoir vous poser pour ou non mettre en place un projet Vitam, les logiques d'infrastructure, d'architecture, qu'on reprendra ensemble, les contraintes à prendre en considération, et puis donc le cas échéant, si on se rend compte que ça ne correspond pas forcément à votre structure, à vos différents besoins, quelle alternative envisager. Alors la première étape, bien évidemment, ça va être de revenir un petit peu donc, sur votre besoin, bien déterminer le besoin derrière. Donc dans un premier temps, quelles obligations réglementaires actuelles ou à venir. Ensuite, en découlera donc le périmètre documentaire qui sera impacté, ainsi que la volumétrie concernée. C'est quand même assez important pour les problématiques Vitam derrière. Le type de flux, le type de document par service, est-ce qu'on sera sur des flux automatisés, des flux manuels, etc. Et puis, bien évidemment, donc, le type d'archivage qu'on a en tête. Est-ce qu'on est sur de l'intermédiaire? Est-ce qu'on est sur de l'archivage définitif? Ou éventuellement sur les deux types. Alors, comme on a pu le voir dans le cadre du premier webinaire, où on était donc sur une présentation plus générale de Vitam, l'un des axes de la modernisation de l'action publique, c'est vraiment le passage à une administration numérique, et donc des démarches et des procédures qui sont vraiment de plus en plus dématérialisées. Et on avait vu également ensemble que donc, cette dématérialisation était réglementaire pour certains périmètres. Donc je vous ai mis donc à titre d'illustration donc les finances publiques, notamment donc avec le PES V2, la facturation électronique, donc avec la montée en charge progressive et les obligations autour de Chorus jusqu'en 2020. Et puis également donc, toutes les obligations autour de la commande publique depuis octobre 2018, avec donc l'obligation d'avoir un profil acheteur, la dématérialisation des échanges pour certains marchés, le PES marché, etc. Donc dématérialisation réglementaire pour certains périmètres, mais dématérialisation qui peut être élargie à d'autres périmètres. Et donc notamment, donc, je vous ai mis les ressources humaines, avec donc les bulletins de paie dématérialisés, puisqu'on a une réglementation qui vient favoriser cette possibilité de dématérialisation au niveau des bulletins de salaire, le dossier agent, les arrêtés RH,
toutes vos procédures autour des recrutements, qui font donc énormément intervenir du papier, donc peuvent être et pourront être dématérialisées si vous le souhaitez. Et puis, donc, si on élargit vraiment plus vaste, on va dire, les délibérations, le budget, notamment tout ce qui est flux de totem, éventuellement l'archivage des mails, qui commence vraiment à être quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur également. Alors, les objectifs, dans le cadre donc, de cette mise en œuvre d'un projet de solution d'archivage numérique, et donc peut-être Vitam, dans un premier temps, donc ça va être donc de lister votre périmètre documentaire éligible à ce futur SAE, donc système d'archivage électronique, de venir ensuite donc déterminer la volumétrie associée à ce périmètre documentaire, puisque bien évidemment, si vous ne dématérialisez qu'un seul périmètre, vous aurez beaucoup moins de documents nativement numériques derrière. Et puis, donc, comme je vous le disais en introduction, le type d'archivage souhaité. Est-ce qu'on est sur de l'archivage intermédiaire, donc dans le cadre d'un archivage pour lui assurer donc une valeur probatoire, ou est-ce qu'on va aussi souhaiter mettre en œuvre donc un archivage définitif, donc à vocation patrimoniale, historique, de conservation, etc. Vous pouvez tout à fait souhaiter mettre en place les deux. Vitam le permet. Ce qu'il faut retenir, comme on l'avait dit donc, lors du premier webinaire, c'est que Vitam est vraiment là pour adresser de fortes volumétries. Ça, c'est très important. Alors, un autre point à étudier lorsqu'on s'interroge sur un projet Vitam, ça va être autour des logiques d'infrastructure et d'architecture. Donc, je vous ai mis donc, dans un premier temps l'architecture fonctionnelle de Vitam. Donc, comme vous pouvez le voir donc, sur la partie gauche de l'écran. Donc, on l'a dit, Vitam vient vraiment respecter un ensemble de normes. Donc, l'OAIS comme modèle conceptuel, Vitam est vraiment basé sur l'OAIS. Et puis, donc, Vitam qui respecte donc, le CEDA 2.1, ça c'est important, dernière version du CEDA, la NFZ 42013, la NFZ 42020, etc. Donc on voit qu'on est vraiment sur un respect des compétences archivistiques, puisqu'on retrouve donc les entrées, les accès, administration fonctionnelle, gestion de la donnée, etc. Tous les petits rectangles que vous avez donc en illustration sur l'écran. Point important, je vous le rappelle, il n'y a pas d'IHM, d'une interface homme-machine, de prévu dans Vitam. Donc vous avez donc les deux petites flèches sur le haut pour montrer le lien éventuel avec des applications métiers, SIA, SIRH, achat, etc. Donc la possibilité de mettre des connecteurs en place. Donc ce qu'il faut retenir de cette architecture fonctionnelle Vitam, c'est que ça signifie qu'il faut vraiment des compétences archivistiques. On a vraiment un prérequis au niveau archivistique pour pouvoir mettre en place Vitam. Premier point. Alors après le fonctionnel, on passe donc à l'architecture technique. Et là aussi, on va se rendre compte que les compétences techniques en termes de système d'information ne sont pas à négliger. Donc Vitam, on a eu l'occasion de le dire dans le précédent webinaire, on est uniquement sur un back-office. Déjà, ça c'est très très important. Donc c'est la partie basse du schéma qui vous est présenté à l'écran. On a une architecture donc en microservices, donc qui permet éventuellement aussi des micro-coupures, on en parlera plus tard. Et puis donc un besoin, comme je vous le disais sur la slide précédente, d'interface entre donc des applications métiers ou une IHM, donc interface homme-machine, et donc ce back-office qui est proposé dans la solution Vitam. Donc là aussi, ce qu'il faut retenir, donc des compétences d'exploitant en système d'information, pareil, prérequis, nécessaires, indispensables si on souhaite mettre en œuvre cette solution au sein de sa structure. Alors, petit focus donc sur les microservices dont je vous parlais tout de suite, donc sur Vitam. Donc au niveau des services applicatifs, donc on a Elasticsearch, donc pour l'indexation et la recherche des données, MongoDB côté gestion des bases de données, la dernière version de Java,
Côté service d'exploitation, donc en cible, c'est pour tout ce qui est configuration et gestion des utilisateurs. Kibana pour la visualisation des données, qu'on a donc dans Elasticsearch. Et Consul, donc, pour l'annuaire des services. On va voir juste après des captures d'écran pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce à quoi ça ressemble. Donc, ce sont vraiment là des exemples de microservices. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres. Hein. Bon, là, c'était les plus parlants. Donc, Vitam, on est vraiment sur des briques technologiques pointues dans l'état de l'art. Je vous parlais tout de suite donc, des microservices. Donc, microservices égale micro-coupure, bien évidemment. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous ces services pointus donc dans l'état de l'art vont nécessiter une administration plutôt gourmande en charge. Pardon, excusez-moi. Parce qu'on a vraiment donc, la charge serveur, qu'on va reprendre ensemble, et la charge homme derrière pour maintenir tout ça. Donc au niveau de Vitam, pour mettre en place donc, le déploiement de Vitam, il y a 3 logiques techniques à retenir. Donc vous avez donc, ce qu'on appelle la small, la medium et la large. VM, donc ce sont pour les machines virtuelles. Alors on va démarrer par la small. Donc on a un monitoring et une exploitation sur chacune des machines virtuelles. Des services mutualisés sur les VM qui vont induire donc une sollicitation plus importante de chacune des VM, bien évidemment. Et, point très important, impossible, en tout cas très difficile, de migrer vers la solution médium. Alors la solution médium maintenant, donc entre 14 et 16 machines virtuelles nécessaires. Là, dans ce cas-là, chaque VM va avoir son service à minima. Donc première différence par rapport à la version small. On a donc une surveillance assurée par Consul, dont je vous parlais juste avant, au niveau des annuaires de service. Et puis donc des compétences techniques d'administration indispensables, comme on l'a vu juste avant. Voilà. Enfin, donc la large, pour 50 VM. Donc là, on est sur une infrastructure qui va être capable d'accueillir 5 millions de documents par jour. Donc on est vraiment sur une très très grosse volumétrie. Et donc, pour les clients concernés, à titre d'exemple, vous avez Pôle emploi, la CNAM, vraiment un très très fort volume documentaire par jour. Ça, ce sont vraiment des dimensionnements au réel. Donc c'est un peu différent de ce que donne Vitam. Il y aura encore de l'optimisation à faire, hein, puisque Vitam est quand même assez jeune. Mais ça vous permet de faire ressortir un point qui est important pour nous, c'est l'importance de bien calibrer son besoin en amont. Comme je vous le disais, si vous souhaitez partir sur du small, ce sera compliqué de venir migrer ensuite sur du médium. Donc d'où l'intérêt, comme je vous le disais au tout début, de vraiment bien identifier son besoin, son périmètre documentaire, les flux, etc. pour bien taper, entre guillemets, directement dans la bonne zone qui pourrait vous être la plus idoine. Donc je vous parlais des spécifications qui étaient quand même assez gourmandes au niveau de Vitam. Donc vous voyez en fonction des différentes zones, donc en zone access, external, applicative, etc., vous voyez le nombre de VM qui sont sollicités. Donc là où il y en a le plus, ce sont donc pour les data et pour l'admin. Au niveau de la charge CPU, on monte quand même jusqu'à 50. Et au niveau des RAM instances, on peut monter jusqu'à 80 Go par RAM. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très gourmand. Bon, pareil, hein, ça reste vraiment un ordre d'idée. Ça restera optimisé. Encore une fois, la solution Vitam, c'est quand même assez jeune. Mais retenez qu'on est vraiment sur une charge à ne pas négliger. On a vraiment besoin de compétences d'exploitants poussées. Et puis, cette surveillance va être intégrée dans votre système d'information derrière. Alors, je vous en parlais donc juste avant, l'IHM, donc les questions d'interface comme machine. On l'a dit, Vitam, c'est uniquement un back-office. Donc vous avez donc l'ensemble des fonctions d'un SAE qui sont mises à disposition. Mais derrière, donc, on va avoir un besoin d'interface pour toutes les transactions qui sont liées aux accès des utilisateurs humains. Donc on a un vrai besoin d'IHM
quand on souhaite mettre en place la solution Vitam. Donc des compétences de développeurs aussi à anticiper. Et puis, il faut savoir que ces compétences-là peuvent être mobilisées donc, en externe. Voilà, mais gardez ça en tête. Alors, je vous ai mis à titre d'illustration des IHM qui ont déjà été développés. Donc, la première pour le projet Saphir, dont on avait un petit peu parlé sur le premier webinaire. Donc, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Également, donc voilà, donc toujours Saphir au moment du description de la pièce, donc vous voyez la fiche. Également, donc l'IHM qui a été mise en place pour le projet Adamant, donc pour les archives nationales. Donc là, vous avez une capture donc sur votre tableau de bord, donc avec donc toutes les entrées en cours de saisie, en instruction, la possibilité donc de créer une entrée, puis sur la droite toutes les notifications qui sont accessibles à l'utilisateur. Alors il faut savoir que vous avez toujours la possibilité d'utiliser les IHM existantes, donc qui ont quand même été proposées par Vitam. Éventuellement, même si on est sur des IHM très simplifiés et uniquement de démo. Et puis donc vous avez d'autres IHM, par exemple le projet Archipel pour les armées, avec l'IHM d'Evertim. Et puis vous avez aussi donc d'autres intégrateurs qui ont mis en place des GED avec par exemple Alfresco, Nuxeo, etc. Et donc des possibilités de venir interroger les IHM derrière. Donc je vous ai mis donc après les interfaces utilisateurs, les interfaces d'exploitation. Donc Consul, dont je vous parlais juste avant, donc qui est vraiment là pour faciliter l'exploitation. Donc surveillance des services Vitam et surveillance de la charge et des machines virtuelles dont on parlait juste avant. Donc là, vous voyez pour chacun des points, voilà, combien il y en a qui tournent, si elles sont en vert, c'est que normalement tout se passe bien. Toujours sur Consul, donc là vous pouvez voir quand il y a quelque chose par exemple qui dysfonctionne, voilà, les différentes notifications à la moindre alerte, dès qu'il y a un souci. Donc on a vraiment une IHM de consultation et de travail pour venir investiguer et comprendre d'où vient le souci et donc mettre en œuvre des possibilités pour venir résoudre le problème. Alors donc en résumé, Vitam, donc on est vraiment donc sur du full OIS, du full CEDA, comme je vous le disais, on est sur la dernière version du CEDA, conforme 42013, 42020, des briques techniques dans l'état de l'art. Donc on est vraiment sur un produit, enfin une solution libre qui est à la pointe de la technologie actuellement. Maintenant, si on gratte un petit peu plus, on se rend compte que finalement ça dépend vraiment pour qui et pourquoi, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre derrière. On parle de couverture fonctionnelle, alors complète, c'est entre guillemets, puisque donc vous le savez, on a des versions donc progressives, puisqu'on est sur une méthode sous format agile, avec des itérations régulières, etc. Et donc on ira jusqu'à la V3. Mais en attendant, on a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas encore proposées. Il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de scalabilité, pas de migration des différents supports. Voilà, encore une fois, on est sur un produit qui est amené à évoluer. L'objectif, vraiment à avoir en tête, la vraie version de Vitam qui sera full compliant pour tout, c'est vraiment 2020, quoi. Et qui aura donc tout, le full OIS, le full CEDA, etc. Alors, donc en résumé, Vitam est-il fait pour moi? Alors, on va reprendre point par point les différentes étapes et puis vous verrez, vous, si ça correspond à votre structure ou non. Déjà, en termes d'objets, est-ce que votre structure, votre établissement va produire un très grand nombre d'objets numériques chaque année? Encore une fois, Vitam, on est vraiment sur des volumétries très conséquentes. On parle en millions ou milliards d'objets. Également, donc, la couverture fonctionnelle. Comme je vous alertais au début,
votre structure, on est sur quel type de besoin d'archivage? Est-ce qu'on est sur de l'archivage intermédiaire, de l'archivage définitif, éventuellement de l'archivage courant, puisque Vitam le propose? Au niveau des temps et durée de conservation, est-ce qu'on est sur du long terme, donc avec des DUA vraiment très très longues, supérieures à 10 ans? Au niveau des besoins d'accès, est-ce que votre structure a besoin de prouver des droits, de sécuriser, conduire son activité? Voilà, les fréquences d'accès, est-ce qu'on est sur du quotidien, est-ce qu'on est sur rapidement, etc. Donc très important à retenir le front office. Est-ce que vous avez une application métier de gestion des archives? Si oui, est-ce qu'on va la faire évoluer pour être couplée avec la solution logicielle Vitam? Deuxième point important, les infrastructures de stockage. Est-ce que vous avez donc des infrastructures internalisées de stockage de données? Est-ce que vous externalisez le stockage des données? Comment vous vous positionnez déjà actuellement par rapport à tout ça et comment vous prévoyez de le faire à terme? Quelles sont vos obligations aussi au niveau réglementaire par rapport à ça, en fonction de l'archivage que vous mettez en place? Et puis, donc, au niveau des ressources, vraiment, point très important, dispose d'un service informatique, d'un service d'archives constitué, apte à mener un projet d'archivage électronique, donc vraiment en mode projet. Les ressources suffisantes pour financer l'achat du front, et puis donc les infrastructures de stockage derrière. Donc Vitam, en résumé, on est sur la solution donc la plus récente, bien évidemment, hein, et jugée comme la plus performante. On regarde tous les points qu'on a pu voir ensemble. On a donc des briques techniques vraiment considérées comme les plus récentes et les plus efficaces dans le domaine à aujourd'hui. Mais en contrepartie, on est vraiment sur une solution donc très gourmande en charge interne, en administration et en exploitation, comme on l'a dit, au niveau des serveurs, mais aussi au niveau des charges hommes, hein, à bien garder en tête. Spécifications techniques d'infrastructure et d'architecture conséquentes. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment à mettre en confrontation par rapport à votre existant à aujourd'hui. Et puis, donc, ce qu'il faut aussi garder dans un coin de la tête, pas d'IHM, et pas encore de véritable retour d'expérience, puisque, encore une fois, on est sur une solution très jeune. Donc, effectivement, c'est plus dur d'avoir des cas d'études, des retours d'autres collectivités qui l'auraient déjà développé. Bon, ça va venir assez rapidement, hein, puisqu'on a quand même un certain nombre de projets dans les tuyaux. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce retour d'expérience, en tout cas aussi complet qu'on pourrait avoir sur d'autres solutions. La prochaine étape, donc, on vous a mis, donc, puisque dans le cadre de ces webinaires, donc on avait le premier webinaire sur la présentation un petit peu plus générale de Vitam, une seconde sur tout ce qui est logique de mise en œuvre, et puis la troisième version, enfin le troisième item, on a décidé donc de le faire en présentiel, dans le cadre d'une vraie journée d'études à Marseille, avec justement donc, des premiers retours d'expérience, des partenaires voilà, qui expliqueront un petit peu, qui reviendront sur la solution. Et donc cette troisième itération donc, est prévue le 22 mai 2019 à Marseille. Les préinscriptions sont déjà ouvertes, donc éventuellement, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez déjà nous contacter. Et voilà, et je vais laisser la parole à Thibaut. Merci. Merci Anne-Maëlle, du coup. Quelque chose peut-être qu'on pourrait rajouter qui va en projection de ce que disait Anne-Maëlle sur la fin. Vous l'avez vu, le Vitam, c'est une bonne solution, ça peut même être une très bonne solution, mais c'est pas une solution à mettre entre toutes les mains. Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Anne-Maëlle sur les volumétries, sur les charges d'administration, sur les charges d'exploitation, sur la nécessité d'avoir un IHM, sur les interprétages que ça peut engager, etc., etc. Et sur, bien sûr, le faible retour d'expérience qu'on peut avoir sur cette solution. On en a aujourd'hui un petit peu, notamment avec Adamant, ou même quand on suit les différents partenaires conventionnés, comme le Conseil départemental de l'Hérault, ou le CEA, etc. Donc,
On arrive à avoir des prospectives, mais on a peu en fait de solutions, de services d'archives avec Vitam qui sont déployés, qui tournent, mettons, pendant une année, et sur lequel on pourrait établir, ben voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut pas faire, grosso modo. C'est vrai qu'on a du mal à le faire. Et pour prolonger ce que dit Anne-Maëlle, c'est important de mettre Vitam, et c'est un petit peu l'idée aussi de cette journée d'études, non pas comme étant une solution qui vient sauver le monde, parce que voilà, mais plus une solution qui s'intègre dans un marché de l'archivage électronique qui aujourd'hui finalement est assez à la fois disparate, mais sur lequel on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour plein de raisons. La première, c'est qu'on produit de plus en plus de données numériques et on a, j'allais dire, des standards d'échange, de connexion, etc. Mais on n'arrive pas à avoir une vision globale de l'archivage électronique dans une structure. On le voit hein, aujourd'hui, par exemple, le marché de la GED, grosso modo, on a 200, 250, 300 acteurs en France qui font de la GED, avec des protocoles d'utilisation, des compétences qui sont partagées, etc., etc. Pour le SAE, on est sur un niveau qui est moindre par rapport à tout ça. On a déjà un marché qui est beaucoup plus resserré. Autour de là, je sais qu'il y a un représentant, notamment Monsieur Verès, Monsieur Dalmasson, on répondra juste après, je termine juste ça. Monsieur Verès qui fait partie de Libriciel, si je dis pas de bêtises, et donc qui met à disposition la solution Azalea, qui est aujourd'hui le leader du marché. Dans les collectivités notamment, il y a des solutions comme MarchRM aussi qu'on pourrait dans un certain nombre de cas utiliser comme un système d'archivage. On a la solution EasyFolder aussi qui a été mis en place notamment dans des syndicats informatiques hospitaliers et qui a été agréé par le CIAF, donc qui aujourd'hui peut être considéré comme un système d'archivage électronique. Bref, on a plein un marché aujourd'hui qui est assez finalement resserré. Et Vitam peut-être va apporter, on en discutera avec peut-être Florent Verès tout à l'heure, et puis sinon on en discutera cette journée du 22 mai, parce que c'est vraiment le positionnement de Vitam et de voir quelles sont les nouveautés dans l'archivage électronique. Mais voilà, ce qui est intéressant avec Vitam, c'est que ce nouvel acteur, je pense, dans une vision de marché, hein, je pense, qui va faire bouger les choses, qui va faire évoluer les choses. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est un outil au-delà du fait que c'est un outil qui est, comme on l'a dit, qui est quand même assez intéressant du point de vue technique, et puisqu'il fait appel à des briques qui sont quand même assez récentes et performantes. Voilà, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'IHM, que ce soit un back-office, le fait qu'il y ait du gros volume et qu'on produise de plus en plus de données, etc., font que ça va être intéressant. J'insiste sur autre chose aussi, Anne-Maëlle le disait, hein, exploitation poussée, grosse volumétrie, etc. Vitam ne correspondra pas probablement à 90% des structures. C'est probable. Franchement, c'est probable. Et donc, dans ce cadre-là, les acteurs historiques, quand je dis historique, hein, l'archivage électronique, ça a pas 90 ans, mais qui sont là depuis 10-15 ans, je pense à Libriciel, je pense à Marche, je pense à, j'ai dit qui tout à l'heure, j'ai dit Numen avec EasyFolder, et je pourrais en dire plein. Et je pense que l'arrivée de Vitam, ça va permettre à vous, et je parle sur le contrôle de Florent Verès, de faire évoluer certaines choses, que ce soit au niveau du CEDA, au niveau des IHM aussi peut-être, pour avoir un coup d'avance, au niveau de l'architecture, puisqu'on voit que Vitam est en microservice, et je vois un certain nombre de solutions évoluer, peut-être pas vers du microservice, mais peut-être sur une déportation d'un certain nombre de choses du SAE vers des briques amont ou des briques aval. Donc voilà, je pense que c'est pour le marché, en tout cas pour le SAE, pour l'état de l'art, etc., c'est quelque chose, je pense, qui a fait évoluer un certain nombre de logiques, et je trouve que c'est plutôt intéressant. Effectivement, toute la volonté de Anne-Maëlle, j'espère que vous l'avez compris comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'équivoque, c'est de dire que Vitam, ça peut être une très bonne solution, mais ça peut être une très bonne solution dès lors que votre contexte, dès lors que vos compétences en interne, dès lors que vos architectures, etc., ont déjà un certain niveau, je dirais pas de maturité, mais plutôt de dimensionnement, voilà, plutôt de dimensionnement, qui soit capable d'accueillir la solution. Au-delà du fait que, même si Vitam, en tant que tel, pourrait très bien convenir, il y a d'autres solutions qui pourraient remplir le job dans plein de cas, plein de logiques différentes. Voilà. Je précise ça parce que c'est important, puisque j'ai commencé en disant qu'on était totalement indépendant de tout éditeur intégrateur, et justement, le fait de positionner Vitam dans le marché
pour nous, j'allais dire, c'est important parce qu'on ne veut pas dire et on ne veut pas laisser penser que Vitam, voilà, va sauver le monde de l'archivage électronique, parce qu'on ne le pense pas du tout. Simplement, à la fois par son orientation technique, par ses porteurs, par les typologies de structures qui vont adopter la solution, voilà, ça a quand même un gros impact, je trouve, sur le marché. Voilà pour cette précision. Du coup, on va passer aux questions. Monsieur Dalmasso donc pose 2 questions. Je vous invite à les poser au fur et à mesure. Et puis voilà, si on ouvre les micros, après ça peut être intéressant. Alors, Monsieur Dalmasso nous demande: le développement d'une IHM métier est-elle porté par XDEMA dans un cadre de projet où il faut prévoir une équipe interne dédiée? Alors, Monsieur Dalmasso, déjà, je le disais tout à l'heure en préambule, XDEMA c'est une société qui fait que du conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc nous, XDEMA en tant que tel, on ne va pas développer une IHM. On n'a pas les compétences en interne et on ne voudra pas aller sur ce type de marché de toute façon. Donc c'est pas IDEMAX qui le fera. Par contre, qu'est-ce qu'on est en train de voir sur le marché? En général, on a un intégrateur qui va développer une IHM et qui va la mettre à disposition du client pour utiliser l'outil. Alors il y a plusieurs solutions. Tout à l'heure on disait des GED, etc. Je vais prendre, alors je sais pas, il me semble, je vais juste regarder, qu'il y avait Georges ici présent, Georges Palmero, voilà, par exemple, qui fait partie de la société Atos et qui développe des IHM avec derrière Vitam en fait, qui tourne derrière cette IHM. Parmi les personnes qui sont ici, je vois aussi donc Florent Berès peut-être, qu'on en discutera la journée du 22 mai, mais qui pourrait peut-être, j'avance à l'idée, mais je ne sais pas, utiliser des IHM, des outils libriciels, peut-être pour adresser du Vitam. Je sais pas, je pose l'idée comme ça. Il y a des sociétés aussi comme Smile, par exemple, qui ont pas fait le choix de faire du développement d'IHM, mais plutôt d'utiliser des IHM existantes. Je sais qu'ils travaillent notamment avec des IHM d'Alfresco pour pouvoir adresser en fait le back-office de Vitam et tous les documents qui sont dans Vitam. Dernière chose peut-être, Monsieur Dalmasso, pour vous éclairer là-dessus, les 3 ministères porteurs de Vitam sont en train de développer une IHM pour Vitam, mais à destination d'abord des porteurs, donc des administrations centralisées que sont les ministères, parce qu'ils vont mettre à disposition une plateforme une plateforme SaaS en fait de tiers archivage. Et pour adresser cette plateforme SaaS de tiers archivage uniquement pour l'instant en destination des administrations centrales, il faut une IHM. Donc, ils sont en train de développer une IHM. Le truc, c'est que cette IHM, exactement comme Vitam, va être rendue libre. Donc, toute personne ayant la volonté d'intégrer cette IHM pourra le faire, bien sûr, à condition d'avoir les compétences qui permettent de bien l'adresser. Mais c'est pas impossible que des sociétés, on en parlera avec Georges par exemple qui est ici, comme Atos, au lieu de partir sur des développements d'IHM, puissent s'appuyer sur l'IHM libre que vont développer le programme Vitam avec l'appui des 3 ministères. J'espère avoir répondu à votre première question. Et peut-être la deuxième question, un petit peu en partie, avez-vous un fonctionnement en mode SaaS? Donc, comme je le disais, XDEMA, pas du tout, puisque c'est pas du tout notre volonté. Par contre, il y a déjà des sociétés qui ont fait ce choix-là, donc de partir sur du SaaS. Je pense notamment à la société Locarchive, qui a développé un outil qui s'appelle D-Lab, si je parle en anglais, et qui est en fait une offre SaaS, donc un SAE externalisé en mode SaaS, qui est en train de passer l'agrément donc pour cette solution par le SIAF, le Service interministériel des archives de France, et donc qui a une IHM propre. Ils ont développé leur propre IHM, et ils ont développé d'ailleurs plein d'autres fonctionnalités que Vitam n'a pas, mais malgré tout, une IHM qui permet d'externaliser les archives, et ces archives sont stockées en fait dans Vitam. Donc oui, il y en a déjà qui ont fait ce choix-là. Autre structure qui a fait ce choix-là aussi, le CINES. Monsieur Dalmasso, je crois que vous êtes du côté de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. À Montpellier, il y a le CINES, qui est donc le Centre informatique national pour l'enseignement supérieur, merci, qui est aussi tiers archiveur. Et donc, vous avez la possibilité, vous, d'envoyer ces archives, de vos archives intermédiaires, dans l'architecture du CINES, qui est en train de faire un POC autour de Vitam, et qui, il est probable, j'imagine, qu'il passe à Vitam. Donc oui, effectivement, il y a des offres aujourd'hui en SaaS avec le fonctionnement de Vitam. Et si, je pense, ces structures ont fait ce choix-là, c'est double. D'abord parce que c'est une solution libre, et donc forcément pour eux c'est plus simple, les tiers archiveurs ne payent pas de licence, et donc le coût final pour l'utilisateur, en général et normalement, doit être moindre. Et puis surtout, c'est que Vitam a une architecture en multitenant, c'est-à-dire que très facilement on arrive à avoir des silos totalement étanches entre 2 services versants ou 2 structures. Alors n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça.
On a encore une petite dizaine de minutes, une dizaine de minutes d'ailleurs, pour répondre à vos questions. Il faut en profiter, donc n'hésitez pas. Ben voilà, Arnaud Castel qui faisait partie de l'Ocarchive, tiens, je ne l'avais pas vu arriver, et qui est donc reparti. Alors peut-être, pendant que vous posez vos questions, j'insiste sur cette journée-là. C'est une journée donc, qui va se passer au Fort Gantom à Marseille, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur le vieux port en fait, de Marseille, donc en plein centre-ville. Et donc c'est une journée en fait, où on va vraiment essayer de montrer l'état de l'art de l'archivage électronique et de montrer comment se positionne Vitam dans cet état de l'art, et éventuellement montrer en quoi il le fait évoluer ou pas. C'est une journée d'études donc, qui va se passer de 10h à 17h30, mais où Xeman n'est pas du tout le seul intervenant. On a voulu faire intervenir les personnes qui sont vraiment partie intégrante du projet. Donc il y aura le programme Vitam qui va être là, il y aura le ministère des Armées qui présentera son projet Archipel, il y aura Libriciel, donc, qui est aujourd'hui l'éditeur d'Azalae, qui va un peu expliquer comment il se positionne face à Vitam et quelle est sa stratégie avec Vitam. Il y aura le CINES, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est en train sûrement de basculer sur du Vitam. Il y aura Athos, qui était là aussi tout à l'heure. Et il y aura une collectivité, une métropole du sud-est de la France qui a fait le choix de Vitam et qui va venir expliquer pourquoi il a fait ce choix-là. Il y aura aussi l'Ocarchive qui présentera son offre externalisée. L'idée de cette journée d'études, c'est vraiment pas de faire de la vente, c'est vraiment pas une journée de commerce, pas du tout. J'invite vraiment toutes les personnes à venir, c'est vraiment un positionnement de marché. Par exemple, l'Ocarchive va expliquer pourquoi lui a fait le choix de Vitam pour son tiers archivage. Il va pas dire, j'espère pas, en tout cas je l'empêcherai s'il essaye de le faire, que sa solution est la meilleure de toutes. J'espère simplement qu'il nous dira, et je pense et j'insiste, qu'il nous dira pourquoi il a fait ce choix-là et pourquoi il a choisi Vitam. Voilà. Comment se perd le versement des services métiers dans Vitam, à l'unité ou en masse? Alors, je déconseille vraiment de faire à l'unité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est basé sur le modèle OAIS, donc on est sur des versements de paquets, donc SIP, AIP, DIP, donc vraiment sur le modèle OAIS. Deuxième chose, ça se base sur le CEDA, donc on va avoir des protocoles de transfert CEDA avec des bordereaux de versement, des profils d'archivage, des accusés de réception, etc., etc. Donc un certain nombre de choses autour des traitements Vitam. Et dernière chose aussi, c'est que Vitam a une fonctionnalité qui est plutôt pas mal, qui est la déconstruction des SIP. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un SIP, donc un paquet d'archives que je vais verser, qui comporte 1000 documents. Quand il arrive dans Vitam, au lieu d'être stocké comme un versement à un SIP de 1000 documents, en fait, Vitam va opérer la cassure du SIP et va prendre chaque document, chaque objet documentaire et va le stocker indépendamment les uns des autres dans Vitam. Donc c'est même pas utile de verser à l'unité dans Vitam puisque Vitam a la possibilité de séquencer les objets qui rentrent dans Vitam. Après, on peut le faire. On peut verser à l'unité dans Vitam. C'est juste que compte tenu de tous les traitements qui sont faits, on déconseille de faire ça. L'idée, c'est plus vraiment de fonctionner en OAIS et en CEDA, de dire je vais verser des bordereaux CEDA avec un certain nombre de documents à intervalles plus ou moins réguliers, toujours en maintenant une chaîne de confiance pour maintenir la valeur de preuve de la documentation. Ce qui va parfois un peu à l'encontre de dire si je verse à l'unité, c'est sûr que c'est plus sécure puisque je déclenche un versement directement de la production jusque dans le système d'archivage. Mais c'est vrai que dans les faits, on déconseille plutôt que de faire à l'unité, notamment pour de la charge serveur et de toutes les problématiques que ça peut engager, et surtout que Vitam peut, casser un SIP pour faire archiver autant de AIP et donc de paquets et d'objets documentaires qui seraient cassés par rapport au SIP. Voilà. Donc on peut faire les deux, mais en termes de REX, je le disais, le REX est assez faible encore aujourd'hui, mais on préfère le faire en masse en fait. Et quand je dis en masse, c'est pas forcément 10 000 documents. C'est plus, j'ai un système qui m'extrait des documents. 2 fois par jour, par exemple, je veux envoyer les documents. Donc, ça va faire une centaine d'archives qui vont constituer un SIP, qui vont être cassés et archivés indépendamment les uns des autres en objets différents. Et qui d'ailleurs peuvent aller se placer dans des niveaux différents du plan de placement. Monsieur Germoni, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, en résumé, on peut faire les deux, mais il vaut mieux le faire en masse. En tout cas, via des bordereaux CEDA qui sont diversifiés. Alors, Célestin qui est, pas Célestin je crois, mais qui est Philippe Pellegrin, nous pose la question, Vitam contient-il des modules de validation de signature électronique lors du dépôt et maintien de ces dernières dans le temps, enrichissement, réhorodatage, signature, PADES.
Je devrais préciser ma réponse parce que la réponse que je vais vous donner est peut-être assez générale. J'aurais tendance à vous dire que non. J'aurais tendance à vous dire que non, parce que Vitam va pouvoir gérer des mécanismes de versement, des mécanismes d'élimination, dans lesquels on va rentrer dans un workflow. Après, est-ce que l'outil en lui-même gère un module de signature électronique? J'aurais tendance à vous dire non. Après, dans la mesure où on a la capacité d'intégrer Vitam dans des back-office enfin, comme un back-office, on pourrait très bien le mettre derrière un parapheur électronique pour faire en sorte que tout ce qui est signé aille directement dans Vitam. Mais Vitam en lui-même ne propose pas, et je vais vérifier ce que je suis en train d'avancer, mais vraiment par rapport à tout ce qu'on a fait jusque-là, je ne pense pas avoir la possibilité dedans de signer électroniquement. Par contre, il les maintient dans le temps. C'est-à-dire que dès lors qu'on va positionner un document signé, donc encapsulé ou pas, dans la mesure où on va rentrer dans une conformité 42.13, peut-être ce que dit Nadia, on va avoir et du contrôle d'intégrité et éventuellement du réencapsulage. Alors pour l'instant, on n'a pas réencapsulage, je veux dire, donc du hash qui pourrait se faire en SHA 256 par exemple initialement, et puis avec l'obsolescence des algorithmes, le réencapsuler. Aujourd'hui, on le fait pas. C'est très bizarre parce que 42.13 demande de le faire, mais quand on va dans les faits, et dans les SAE, il y a très peu de SAE. En tout cas, moi, j'ai jamais travaillé, et pourtant j'en ai fait un certain nombre, la possibilité de dire je réencapsule selon un nouveau mécanisme de hachage. Mais pour l'instant, on l'a pas fait. Georges, qui est de la société Atos, nous dit que les greffons pourraient intégrer une telle fonctionnalité. Pourquoi pas? Donc les greffons CEDA, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tes mots, Georges, sont importants. Pourrait intégrer. Donc aujourd'hui, ne le fais pas, si j'entends ce que tu es en train de dire. Donc, ma réponse était plutôt satisfaisante dans ce cas-là, puisque j'ai dit justement pourrait. Nadia, vous disiez conformité 42.13, est-ce que c'était sur cette partie comparaison d'empreintes, réencapsulage que vous me dites ça, ou est-ce qu'il y a une question derrière? Parce que oui, entre autres, oui, donc effectivement, normalement, c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accompagné des certifiés 42.13 qui ne réencapsulent pas leur empreinte de hash. Donc, j'ai tendance à dire que oui. En tout cas, Vitam, par rapport à toutes ces fonctionnalités de base, se présente comme étant conforme 42.13. Après, j'insiste, vous le savez, Nadia, la norme 42.013 est une norme de service et pas une norme d'outil. C'est-à-dire que on ne va pas certifier Vitam comme étant 42.13. On va dire que Vitam est conforme à la 42.13 et dès lors que je veux l'installer dans un service d'archivage, je peux le faire certifier NF461, donc qui est la norme, la certification de la 42.13. Mais voilà, juste pour préciser ça, c'est pas une norme outil, je vais pas dire il est 42.13, je vais simplement dire il est conforme à la mise en place d'un service 42.13. C'est important dans cette chose-là. Donc oui, Vitam se présente comme étant conforme à la 42.013, bien sûr, et j'irai même plus. Pourquoi le décalage pardon, on a fait tomber le décalage de la dernière version de Vitam à la fin 2019 à début 2020, il y a aussi le fait que, vous le savez probablement, certains qui sont ici, il y a une nouvelle version de la 42.13, NFZ 42.13 qui va sortir, et avec un certain nombre d'évolutions, et Vitam va essayer de les prendre en compte pour partie. Voilà, j'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Les personnes de la DSN, j'espère avoir répondu aussi, notamment sur le module de signature. Après, voilà, dans la mesure où on va réfléchir en chaîne de confiance et que Vitam est un back-office qui fonctionne avec des API REST pour les versements, logiquement, l'idée, c'est plus de dire j'ai un outil de signature et dès lors que je fais prendre de la probande, bam, je balance dans Vitam. Ce qui, à mon avis, cette question qui est liée à la question juste d'avant, qui est de dire est-ce qu'il vaut mieux faire à l'unité, en gros, je signe et bam, je pousse directement dans Vitam, ou je signe et je garde ma signature un petit peu dans mon parapheur pour après le verser dans le SL. Là, il y a une petite étude de risque à faire, je pense, pour mettre en balance les contraintes techniques et les contraintes juridiques. Je pense que c'est peut-être pour ça que vous m'avez posé cette question, mais voilà, il y a une petite étude à un moment donné à faire. Voilà. Et là, je pense qu'il faut faire une petite étude d'infra, faire un petit POC rapide sur le fait de dire, quand je signe et que j'envoie avec un petit tuning pour voir comment se comporte l'application, comme je vous le disais, on a peu de Rex, donc j'ai du mal à vous répondre, mais voilà, il faudrait voir dans ce cadre-là comment ça pourrait fonctionner, et notamment pour garantir la chaîne de confiance, notamment chez les notaires, on sait que c'est important.
Enfin, c'est important pour tout le monde, mais quand on dit notaire, on a plus tendance à penser que c'est beaucoup plus important. Pas forcément, mais bon, voilà. D'autres questions? Alors c'était intéressant parce que justement les questions étaient beaucoup plus concrètes que les dernières fois et on a essayé de faire en sorte que ce webinaire le soit aussi pour ne pas rester sur des logiques de présentation, mais pour vous donner les clés, pour vous poser les bonnes questions. J'insiste à la fois pour ceux qui sont dans le coin, mais aussi ceux qui viennent de loin, parce qu'en général, le 22 mai à Marseille, on a de très belles journées. Et si vous allez voir sur Internet, le Fort Gantom, c'est un lieu intéressant où on va manger au bord du Vieux-Port, sur une belle terrasse ensoleillée. Je fais de la pub là un petit peu. Mais voilà, essayez de venir le 22 mai, ça va vraiment être intéressant d'avoir des Rex, des personnes qui travaillent sur Vitam au quotidien. Il y a le programme Vitam, un ministère qui va venir, une collectivité qui a fait ce choix-là, et au-delà de ça, je confirme, voilà, Magali qui confirme, donc ça va. C'est une bonne confirmation. Et puis voilà, sur le fait qu'on va vraiment avoir une vision de marché. L'important, c'est qu'à l'issue du 22 mai, quand vous sortez, la question qui vous posez, c'est est-ce que Vitam, je peux l'avoir? Alors, est-ce que Vitam est fait pour moi? Et encore mieux, si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, quelles sont mes alternatives? Et là, voilà, c'est pour ça que Libriciel est là aussi à cette réunion, c'est que Vitam ne va pas sauver le monde de l'archivage. Voilà. Vitam fait évoluer un certain nombre de choses, que ce soit dans la logique d'implémentation ou dans même l'architecture technique, mais c'est pas pour tout le monde et c'est important de le savoir. Oui, bien sûr, notamment du contrôle d'intégrité de hash, vous savez. Bon, d'abord tout ce qui est journalisation, bien sûr, puisqu'on est sur du 42.13. Hein. Donc en plus de ça, avec des mécanismes quand même assez poussés, donc tout ce qui est journaux, voilà, tout ce qui est horodatage, bien entendu, et tout ce qui est bien sûr apposition d'empreintes sur les documents qui rentrent, avec un contrôle d'intégrité, donc une comparaison d'empreintes entre le moment où le document est rentré et le moment où je regarde mon document et auquel je recalcule mon empreinte. Donc oui, sur cette partie intégrité-là, il n'y a vraiment aucun souci. Sur l'horodatage, la confidentialité avec l'outil tenant, etc. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. La réserve que j'avais, c'était plus sur le réencapsulage c'est un peu technique, hein, mais des haches. En gros, on sait que les algorithmes, au bout d'un moment, deviennent obsolètes, soit parce qu'on arrive à les craquer, soit parce que on a de l'obsolescence. Donc, on crée des nouveaux algorithmes, en général, des empreintes et des suites d'empreintes qui sont plus longues, en général. Et donc, on reprend les archives pour leur remettre un horodatage par-dessus pour assurer cette pérennité. Mais bon, franchement, là, je suis dans des logiques techniques. Mais oui, ne serait-ce que la comparaison d'empreintes, bien sûr que Vitam propose ça. C'est le minimum pour un SAE, ça c'est clair. Alors, je vais juste prendre les questions une par une. Du coup, Joël pose une question. Quand vous citez Pôle emploi comme exemple de client, s'agit-il d'un client potentiel ou d'un client que vous avez accompagné? Alors, nous, on a accompagné Pôle emploi, mais pas sur ce sujet-là. On les avait accompagnés dans le process de gestion documentaire, mais dans du courant et pas dans de l'archivage intermédiaire. Donc non, on les a pas accompagnés sur de Vitam, sauf qu'on les a accompagnés sur de la GED, et leur GED faisait déjà plus de 1 milliard de documents. Donc voilà, ne serait-ce que par cette problématique-là et des enjeux de la documentation de Pôle emploi et de la conservation d'un certain nombre de documents pour valoir les droits, on part du principe que Vitam, pour ce genre de structure-là, serait tout à fait opportun. Voilà. Mais non, c'est pas un client qu'on a accompagné. On aimerait bien, ça serait pas mal de l'accompagner sur du Vitam. Nous, on aimerait bien, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, je pense que c'est un futur plus que probable, mais qui n'existe pas encore aujourd'hui. Smile n'est pas les seuls à le faire. À la journée du 22 mai, il y aura Atos qui sera aussi là. Et parce qu'on a déjà travaillé avec eux sur ce sujet, donc on sait qu'ils sont pertinents là-dessus. Justement, qui essayent d'optimiser la Medium, l'installation Medium. Là, j'ai mis 14-16, grosso modo, c'est un petit peu ce que propose Vitam dans ses documents. Atos arrive à 13 VM, arriver à maintenir un Vitam comme il faut. Moi, je pense, et Julien, vous avez raison, que il va y avoir un marché pour essayer de soit optimiser la Medium, soit solidifier la small. Je pense que ça va arriver prochainement. Alors Smile, vous le dites, moi j'ai pas eu d'infos sur ce sujet-là. Je sais qu'Atos travaille sur cette problématique-là, mais je pense que c'est des choses qui vont arriver. Ensuite, il faut pas aussi oublier, on n'en parle pas là parce que c'est pas tellement le sujet, mais je pense que c'est le moment de le dire, que Vitam aussi, peut-être le principal, mais j'allais dire une des principales cibles, c'est aussi la mutualisation et le tiers archivage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui se posent la question de l'archivage électronique ou qui se la sont posées et qui la remettent en question avec l'arrivée de Vitam. Et dans un cadre mutualisé,
ça s'entend tout à fait, parce qu'effectivement, la charge d'exploitation, puisqu'on a besoin de 2 sites sur un archivage, pour faire de l'archivage électronique à valeur probante et historique, on divise la charge, bien sûr, entre les départements ou entre les communes. Donc c'est vrai que cette partie mutualisation, c'est quelque chose que Vitam essaye de pousser. Et dernière chose, c'est la partie externalisation. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Ocarchive et du CINES probablement prochainement, qui vont faire de leur système d'archivage électronique Vitam, l'Ocarchive c'est déjà le cas, et qui vont utiliser le multitenant de Vitam pour, siloter, séquencer les versements qu'ils vont recevoir. Mais finalement, eux, leur architecture, c'est pas un problème que Vitam soit une machine de guerre comme ça, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'ils auraient choisi, dans la mesure où ils ont un flux de documents très important, vu qu'ils sont tiers archiveurs, ils auraient dû le faire, et le faire de manière un petit peu plus compliquée de toute façon. Donc pour répondre, oui, je pense que il va y avoir des travaux d'optimisation de Vitam, je pense, sur la partie VM et sur la partie utilisation, franchement, je le pense. Que ce soit mené par les 3 ministères et le programme Vitam dans le cadre de la MAC, vous savez, la maintenance applicative continue qui va partir à partir du moment où la V3 sera publiée de Vitam, et pendant au moins 4 ans, effectivement, on va avoir une maintenance de l'État sur l'outil. Donc je pense qu'ils vont travailler sur cette optimisation, et effectivement des ESN qui intègrent le cœur Vitam, je pense également qu'ils vont travailler à ça. Vitam étant un microservice, étant constitué de microservices, pour l'instant on l'a pas vu, mais c'est pas aussi impossible que des ESN décident soit de se passer d'un certain nombre de microservices, soit peut-être de remplacer les microservices existants par d'autres microservices. Je pense notamment à Kibana et à Consul, qui sont assez importants dans la charge qui doivent être alloués à ces outils-là. Peut-être que dans le cadre de déploiement chez d'autres clients, d'autres systèmes de surveillance sont en place, peut-être moins performants mais aussi moins gourmands, et qu'ils aient la possibilité de se passer de Consul et d'utiliser les systèmes de surveillance qui sont donnés par le client. C'est pas impossible. Donc oui, je pense qu'il va y avoir de l'optimisation, Julien, pour vous répondre. Et de toute façon, hors optimisation, Vitam, on en parle pour les grosses structures, mais on en parle aussi surtout pour les structures mutualisées et les tiers archiveurs. Je pense que c'est aussi une cible primordiale du programme Vitam. En espérant vous avoir répondu, donc oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va arriver, franchement. Et on le voit d'ailleurs déjà. Alors Joël, effectivement, on a répondu à la question. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions sur Vitam? C'est le moment, tant qu'à faire. Utilisons ce moment qui nous est donné. Alors je vais prendre ce petit temps, peut-être en attendant que des personnes... puissent poser des questions. Je vais juste, parce qu'Anne-Maëlle a effleuré le sujet, et moi je vais plonger tête baissée là-dedans. Tac, je vous représente mon écran. Là, au lieu de faire un retour d'expérience sur Internet, compte tenu du retour d'expérience qu'on aurait fait, on a préféré le faire en présentiel sur Marseille, donc au Fort Vendôme, le 22 mai de 10h à 17h30, sachant qu'on accueille à partir de 9h. Et c'est un retour d'expérience où Xemal va parler 1h et demie, grosso modo, sur tout le déroulé de la journée, mais où on va faire intervenir tous les partenaires avec qui on a travaillé sur nos retours d'expérience. Donc forcément, le programme Vitam sera là, il présentera notamment la V2 de Vitam et les orientations de l'outil. On a décidé aussi de convier Libriciel à venir à cette présentation, parce que Libriciel aujourd'hui est l'éditeur d'Azalae, et qui est finalement aujourd'hui le leader du marché. Et qui a Azalae qui a ses fortes qualités, mais aussi ses forts inconvénients, comme peut l'avoir Vitam. Et je pense que c'est deux solutions qui sont miroirs. Grosso modo, si on a défini que notre structure est éligible à Vitam, et que c'est Vitam qu'on veut, ça veut dire que Libriciel ne convient pas, que Azalae ne convient pas, pardon. Et inversement, si on choisit Azalae, par rapport à toutes les questions qu'on a pu se poser, c'est que Vitam ne convient pas. Donc je pense que voir comment Vitam se positionne par rapport à Libriciel, et comment Libriciel se positionne par rapport à Vitam, pour vous donner une vision de marché sur aujourd'hui finalement les deux plus gros acteurs du domaine, je pense que c'était intéressant. Et puis ensuite on aura des partenaires, donc Locarchive, CINES et Atos, des partenaires qui travaillent sur la solution Vitam, pour certains qui l'intègrent, pour d'autres qui font du tiers archivage, pour d'autres qui ont fait carrément toute une offre autour de Vitam. Donc ça vous donne un petit peu une vision de marché sur aujourd'hui Vitam, ok, c'est un programme interministériel, mais quelle est son application dans le concret? Et puis on a invité aussi deux utilisateurs finaux, donc le ministère des Armées
peut-être vous voyez pas parce que j'ai pas assez zoomé. Donc le ministère des Armées qui est en train de mener un projet qui s'appelle Archipel avec du Vitam en cœur applicatif, et la métropole de Nice-Côte d'Azur qui a mis en place une politique d'archivage numérique qui compose avec Azalea et Vitam. Donc j'allais dire, qui à mon avis correspond à beaucoup de structures qui ont Azalea et qui se posent la question de Vitam, ou bien qui n'ont pas Azalea, qui n'ont pas Vitam, mais qui ont une volonté soit de démarrer plus vite, soit qui se sont dit que leur volume aujourd'hui dématérialisé à valeur probante ou historique est assez faible, donc ils vont pas partir sur du Vitam initialement, mais qui veulent s'assurer avec un Azalea via Libriciel de l'interopérabilité de l'outil avec Vitam pour, si un jour ils aient des gros volumes, qu'ils puissent migrer vers du Vitam. Donc l'idée de cette journée, c'est pas du tout, et j'insiste vraiment, ce n'est pas du tout une journée commerciale, il va pas y avoir de démo d'outils, il va pas y avoir de discours de vente, de commercial, etc. C'est vraiment une vision de marché et une structuration et une vision sur les 5 à 10 ans prochains du marché de l'archivage électronique, à la fois par les grands porteurs de ce marché-là, mais aussi à travers Nice et le ministère des Armées, finalement des personnes qui sont censées utiliser ces outils-là pour avoir leur retour d'expérience et leur vision à eux aussi. Voilà. Donc je vous invite à vous inscrire. Aujourd'hui, c'est capé à 70. Il reste encore de la place, donc il faut pas hésiter à la fois à vous inscrire et puis à diffuser le plus largement possible cette information. J'ai fini mon instant promotionnel. Alors nous, quand on mène des projets autour de Vitam, on n'intègre pas le coût de l'exploitation. En fait, non, je mens. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire. On intègre le coût d'exploitation de la solution en elle-même, mais pas, j'allais dire, de la mise à disposition et la surveillance des VM. Je sais pas si vous voyez la différence. Grosso modo, quand j'installe un outil, j'ai de la maintenance logicielle dessus et de la maintenance matérielle. La maintenance matérielle, en général, qu'on évalue à une dizaine, quinzaine de %, du coût du matériel de manière annuelle. C'est comme ça qu'on calcule. En général, c'est les coûts de maintenance que proposent les constructeurs. Donc, grosso modo, par rapport à l'acquisition et l'installation et la part de l'installation, on le multiplie par 12% en général. Le truc, c'est que quand on achète un serveur et qu'on y met 16 VM, il reste encore de la place en général. Donc c'est difficile d'évaluer combien coûtent ces 16 VM à l'intérieur d'un serveur d'un ensemble de serveurs virtuels mutualisés avec d'autres applicatifs. Moi j'aurais tendance, sur le VM en lui-même, je dirais une dizaine de cas d'euros par an. Le problème, c'est pas tellement ce qui coûte cher en final, c'est pas tellement la maintenance des VM en tant que machine, c'est plus le temps passé des personnes à surveiller tout ça. Et c'est là où c'est compliqué. Alors nous, quand on fait des études de coûts avec XDMath, on a fait une étude en 2012 pour l'Agence française de développement sur quel était le coût journalier d'un agent public dans l'Agence française de développement. On avait établi que, compte tenu de tout ce qu'il fait, donc les PC, les avantages, le chauffage, son salaire, tous les coûts qui sont dépensés pour qu'un agent public puisse travailler, on avait identifié à 300 € hors taxe par jour, vraiment à grosse maille, attention. Donc on multiplie grosso modo le temps passé par ces 300 €, et on a établi jusqu'à maintenant qu'il fallait au moins un tiers de TP de surveillance exclusive à Vitam. Au moins un tiers de TP. Voilà. Donc un tiers de TP, ce qui nous fait, sur 210 jours travaillés, grosso modo, ça nous fait 145, grosso modo, à grosse maille. Non, ça fait beaucoup ça. 80 jours à peu près, donc 80 fois 300. Voilà, en surveillance. Ça, c'est les projections qu'on a faites, notamment par rapport au travail qu'on a fait avec Adamant. Et on est bien sûr sur de la maintenance, parce que sur la partie intégration, bien sûr, les compétences techniques sont beaucoup plus sollicitées. Mais effectivement, sur de la maintenance, on était parti sur des chiffrages qui évaluent ça. Mais voilà, je prends toutes les pincettes du monde parce qu'on n'a pas de retour d'expérience pour l'instant. Donc on se base par rapport aux autres applis qu'on a pu mettre en place, des applis de production qui demandent de la surveillance, et on arrive à peu près à ces choses-là. Oui, on a ça. On a ça dans la documentation, effectivement, sur les compétences archivistiques et techniques. Alors en fait, je dirais pas qu'on a un listing, en réalité, de postes ou de compétences. C'est plus que la documentation de Vitam, elle est tellement fournie que finalement, on se rend vite compte des compétences qu'on doit avoir.
C'est plus de ce sens-là. On n'a pas une liste de compétences. Après, je sais pas si vous avez vu, il y a une offre qui est sortie, là, qui est pas mal sur la partie compétences. On en avait parlé sur VAS, vous vous souvenez, Julien? Euh, voilà, ben là, il y a un bon résumé des compétences. Alors, c'est sensiblement technique hein, quand même, hein, ce qui est demandé, mais quand même, on demande de connaître l'OIS, les différentes fonctions, les différentes parties du CEDA, donc le protocole et les 6 actions internes, les 6 actions, vous savez, élimination, versement, communication, etc. Donc, avec des vraies compétences archivistiques aussi. Donc, grosso modo, je pense que pour des départements, ça poserait pas énormément de problèmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a des archives départementales qui sont censées avoir ces compétences et une DSI qui sont censées les avoir aussi. Les problèmes, c'est plus pour des petits départements. Nous, par exemple, on avait travaillé pour l'Ariège, où les compétences étaient assez resserrées et de toute façon, le volume ne justifiait absolument pas un Vitam. Mais malgré tout, ne serait-ce que sur les compétences, ça serait compliqué. Ou dans le privé aussi. Dans le privé ou parfois dans des grosses structures privées. Je prends l'exemple de la CMA avec qui on a rapidement travaillé. La CMA, c'est je sais pas combien de milliards de chiffres d'affaires par an, je sais pas combien d'employés au travers du monde, et il y a une archiviste. Une. Donc clairement, il est impossible pour la CMA aujourd'hui de mettre en place un outil comme celui-ci. À moins de tout externaliser, mais bon, je pars pas de ce principe-là. Externaliser, je veux dire la compétence. Ce qui me semble pas être la meilleure des solutions, de toute façon. Donc voilà, vraiment archivistique au sens CEDA, OIS, 4213, 4220, 4226, etc. Tout ce qui fait le sel de Records Manager finalement. Et puis de notre côté, des techniques qui doivent avoir même des compétences de développement, puisque vu qu'on va faire des interfaces, vu qu'on va devoir les administrer, etc., etc., on est vraiment sur 2 profils qui sont complémentaires. Et là, le programme Vitam a plutôt réussi ce truc-là, parce que justement, les spécifications fonctionnelles ont bien été faites par des archivistes, et des spécifications techniques avec toutes les contraintes que ça amène plutôt par des informaticiens. Donc il y a eu une vraie synergie là-dedans et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de ces 2 compétences lorsqu'on utilise l'application. Pardon. Merci Julien. Alors je n'ai pas d'autres questions. Ça signifie peut-être qu'on a été clair. Je sais pas. Moi je le prends comme ça en tout cas. Alors pour ceux qui peuvent venir, je vous donne rendez-vous le 22. Tout le monde est bienvenu. Le Fort Gantom, c'est à 5 minutes à pied du Vieux-Port. C'est vraiment très accessible. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir. On passera une bonne journée. Vous pouvez regarder sur l'Eventbrite qu'on a fait et que j'ai linké le lieu. Voilà, il y a un buffet qui sera offert à tous les participants à midi. Je l'ai pas dit, mais c'est entièrement gratuit. Voilà, on est vraiment sur un événement qui est au-delà du concept en lui-même et des choses qu'on va dire, va être un bon moment convivial, je pense aussi, entre différents acteurs du marché. Voilà, donc je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes côté sud-est qui sont inscrits, mais on attend que toute la France vienne à Marseille pour découvrir cet événement. Écoutez, si pas de questions, on va s'arrêter là. Donc on a fait les 2 sessions, hein. Vous savez, il y a une session de ce même webinaire qui s'est passé il y a une quinzaine de jours. Et donc ce qui va nous permettre de faire le replay et donc de mettre à disposition ça sur YouTube. Et n'hésitez pas à diffuser ces informations Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.